on est prête pour commencer. Alors, je me présente, je m'appelle Eva Quintas, directrice du Centre Artenzo, et au nom de toute l'équipe ici présente et de mes collègues du comité organisateur, Sylvain Martin et Louis Jacob, je vous souhaite la bienvenue à ce colloque sur les résidences d'artistes que nous avons choisi d'organiser en 2 temps. Alors, hier matin, nous étions dans le cadre du congrès de l'ACFAS pour présenter des travaux récents sur les résidences d'artistes, mais dans une perspective de recherche. Nous présentions notamment les 3 recherches que pilote Artenzo depuis près de 2 ans sur différents territoires ou milieux de vie, comme on aime les appeler, et dont vous pourrez trouver trace sur notre site Web. Je remercie déjà tous les intervenants et les intervenantes pour les présentations inspirantes et les contributions généreuses. Alors, Madame Carole Visenius-Penin de l'Université de Lorraine, qui est avec nous aussi ce matin, a ouvert la table hier en nous amenant à réfléchir sur la multiplicité des formes de la résidence artistique, sur les tentatives de la saisir, de la définir, et ce, à travers différentes catégorisations et typologies. Nous retenons ici une idée centrale ou récurrente de dispositifs de communication et de processus de mise en relation qui met en réseau et en tension différentes parties prenantes. Alors, nous voici maintenant à cette 2e matinée qui permettra, à travers la parole et l'expérience de porteurs de résidence dans des organisations artistiques québécoises, artistiques et culturelles, de mettre en perspective notamment les questions de collaboration et de partenariat, mais aussi de retombées pour les artistes eux-mêmes. Alors, le titre, l'art en résidence, quelles sont les expériences, quels sont les effets? Voici la question qui nous anime. Alors, avant de vous présenter le déroulement de la matinée et notre conférencière d'ouverture, je vous cède la parole à ma collègue Sarah Roger, qui nous soutient aujourd'hui dans le volet technique. Donc, bonjour à toutes et bonjour à tous. Même si nous commençons à être bien rodés aux rencontres Zoom, je me permets quelques mots concernant les modalités d'interaction que nous proposons ce matin. Donc, vous pouvez à tout moment partager vos réflexions et vos questions dans le chat. Nous vous demandons simplement d'indiquer entre parenthèses à qui vos questions sont adressées pour une plus grande fluidité des échanges. Donc, entre parenthèses, le nom de la personne avant la question. Vos questions écrites dans le chat seront ensuite reprises par les animatrices des échanges pendant les périodes d'échange avec le public. Pendant ces périodes d'échange, vous pourrez également allumer votre caméra et lever votre main numérique pour poser vos questions en direct aux panélistes. Les animatrices vous donneront alors la parole autant que faire se peut parce que les temps d'échange sont relativement courts. Et donc, pour pallier à ces problématiques de temps d'échange courts, on invite aussi chaleureusement les panélistes à répondre par écrit dans le chat aux questions qui n'auront pas eu le temps d'être adressées. Donc, voilà pour ce qui est des interactions et je vous souhaite une belle matinée de colloque. Merci Sarah. Alors, un petit rappel, tout de suite après, je vous présenterai Marie-Christine Bourdeau pour cette conférence d'ouverture, une conférence d'une 30aine de minutes, suivie d'échanges avec le public, et on fera une courte pause à 10 heures pour reprendre à 10h10 avec le premier panel sur les résidences artistiques et les collaborations avec Éric Desmarais et Franck Michel, suivi d'une pause à 11 heures, une courte pause, et on reprend avec le 2e panel, la valeur de l'accompagnement en résidence avec Marcel Dubois et Michael Toppings, et on termine de midi à 12h30 avec les mots de synthèse menés par Madame Visenius-Penin, Monsieur Jacob et Monsieur Martin. Alors, écoutez, je suis quand même bien contente d'annoncer notre partenariat avec la revue Vie des Arts. Je pense que c'est quand même un peu inédit pour un centre de recherche. Et qui se concrétise en fait avec la participation de Jade Poivin, rédactrice en chef, et de Marie-Ève Leclerc-Parker, responsable des communications, qui assureront aujourd'hui l'animation des échanges. Ce sont 2 femmes passionnées, dont l'une, Marie-Ève, a produit son mémoire de maîtrise sur les résidences au sein des centres d'artistes au Québec. Alors, comme nous disait hier quelqu'un, je pense que c'est M. Louis Jacob, tout est dans tout. Je tisse et nous tissons assurément des relations. Alors, ce partenariat, c'est aussi un concours, merci Vie des Arts, pour gagner un abonnement à la revue. Alors, pour participer, vous cherchez Artenzo sur Instagram.
Alors, je vous présente sans tarder Madame Marie-Christine Bordeaux, qui est professeure de sciences de la communication, chercheur ou chercheuse au groupe de recherche sur les enjeux de la communication, le GRESEC. Et attention, ça c'est très important, vice-présidente de l'Université Grenoble-Alpes en charge de la culture et de la culture scientifique. Alors, les recherches de Marie-Christine portent principalement sur les politiques culturelles, la médiation culturelle et scientifique, l'éducation artistique et culturelle, les pratiques amateurs et les problématiques liées au public et aux acteurs de la culture. Marie-Christine, merci d'être avec nous. La parole est à toi. Voilà, merci Eva. Bonjour à Carole, Louis, Sylvain, enfin à toute l'équipe et à tous les autres panélistes. Et puis bonjour aussi à celles et ceux qui assistent. Alors j'ai remarqué, j'ai pas vu tout le monde, mais j'ai remarqué Marcel Dubé et Daniel Racine à qui je fais un petit bonjour tout particulier. Et merci donc de m'avoir invité. Je suis ravie d'être avec vous. Je préférerais être au Québec, mais on a malheureusement pas le choix. Alors, comme l'a dit Eva, je n'ai plus seulement un travail classique d'enseignant-chercheur, mais j'ai aussi une fonction politique d'organisation de la vie culturelle à l'université et qui me prend beaucoup de temps. Donc, quand j'ai été sollicitée, j'ai répondu en disant que malheureusement, je ne pourrais pas présenter un travail original et que je m'appuierai sur des recherches antérieures en les mettant un petit peu en perspective avec d'autres considérations. Donc, du coup, ce que j'ai proposé, c'est de vous faire une présentation sur les résidences d'artistes dans les milieux éducatifs, c'est-à-dire dans les établissements scolaires, avec une double tension qui a déjà été vue hier, soutenir la création et en même temps sensibiliser à l'art. Et je vais le faire à partir d'un matériau qui n'est pas habituel quand on travaille sur la médiation ou sur l'éducation artistique. C'est-à-dire souvent, l'attention du chercheur va être orientée sur ce que les acteurs eux-mêmes considèrent comme particulièrement significatif. Donc moi, je fais un travail historique et un travail sur archives, parfois même en ne faisant pas d'entretien avec les personnes dont j'ai retrouvé beaucoup de propos dans les archives pour éviter les constructions a posteriori, les reconstructions a posteriori et les réinterprétations. Donc, je préfère les mots de l'époque tels que les idées s'exprimaient à l'époque. Donc, je remercie beaucoup Eva et Sylvien de me couper la parole si je suis trop longue. Alors, dans un premier temps, je vais faire comme Carole l'a fait hier. Je vais situer le sujet que je vous présente dans une problématique plus vaste qui est celle de la médiation culturelle. Cette perspective de la médiation culturelle qui unit beaucoup de chercheurs français et québécois. On pourrait dire que d'une manière très simple, l'éducation artistique, donc l'EAC, éducation artistique et culturelle, est très simplement un sous-ensemble des activités de médiation culturelle. Mais une fois qu'on a dit ça, on est obligé de dire immédiatement qu'il est beaucoup plus normé et construit réglementairement que d'autres sous-ensembles des activités de médiation en raison de la culture professionnelle du secteur éducatif et de la capacité de nos ministères de l'éducation à produire sans cesse des normes et des règlements. Donc, si c'est un sous-ensemble, il ne devrait pas y avoir de tension. Pourtant, il y en a. Il y aurait plusieurs manières d'en parler. Moi, j'ai choisi de m'appuyer sur le rapport Loirette sur éducation qui traite entre autres de l'éducation et de la médiation dans les musées. Et dans ce rapport, le rapporteur Loirette avance que les tensions entre éducation et médiation sont fondées sur l'idée que l'éducation nationale privilégie toujours, presque toujours, des objectifs fonctionnels, donc adéquation au programme scolaire, augmentation de compétences que l'on pourrait considérer, disons, comme psychosociales, ou compétences scolaires ou compétences complémentaires aux compétences scolaires, alors que le secteur culturel privilégie plutôt des objectifs plus larges, que l'on pourrait dire plus humanistes. Ces tensions se cristallisent du point de vue des institutions culturelles dans l'opposition entre deux directions qui sont séparées dès qu'on atteint une certaine taille dans une institution culturelle, les relations avec le monde scolaire et la politique des publics. Et donc, ça paraît assez surprenant de constater que dans un nombre significatif
d'institutions culturelles. Ce sont deux sous-directions séparées et parfois deux sous-directions qui ne se trouvent pas dans la même direction. Et effectivement, on constate, quand on dialogue avec des médiateurs ou quand on voit comment la médiation culturelle s'est construite en France, que la médiation repose sur l'idée que l'école n'est pas le seul vecteur d'éducation à la culture et que l'âge scolaire n'est qu'un des âges possibles pour des apprentissages culturels non formels. Et là, je vous renvoie aux écrits de Daniel Jacobi, notamment concernant les musées, sur les apprentissages informels qui sont rendus possibles par les institutions culturelles en leur sein. Alors, comme ma présentation va être historique, non, je vais d'abord, excusez-moi, j'ai d'abord une petite diapo d'introduction. Donc, ce que je vous propose, c'est une archéologie des résidences artistiques en milieu scolaire, parce qu'aujourd'hui, on a l'impression que c'est une nouveauté, en tout cas un dispositif récent. Et en fait, pas du tout. C'était un dispositif qui est né dès le début des années 80 en milieu scolaire et qui répondait à des enjeux qui sont devenus des enjeux publics, c'est-à-dire qui ont émergé publiquement plutôt au cours des années 90. Et en particulier, un des enjeux, c'était l'idée qu'il fallait, pour l'éducation artistique, dépasser ce qu'on appelle le partenariat de réalisation, c'est-à-dire un projet porté par un artiste et un enseignant, ou plutôt un enseignant et un artiste, et en général au niveau d'une classe ou d'un groupe volontaire. Et donc, ces enjeux qui deviennent très forts dans les années 90, je vais vous expliquer pourquoi tout à l'heure, sont déjà en fait expérimentés au début des années 80. Donc, il y a une forme d'archéologie, même si on ne remonte que jusqu'aux années 80. Et donc, les résidences d'artistes, pour être, bien qu'elles soient un dispositif récent, elles ont une histoire, et une histoire qui montre que ce dispositif a un ancrage dans une conception du rôle de l'art dans la société, dans une histoire de l'école et de ses réformes, et aussi dans le fait que ces résidences s'adaptent aux évolutions des institutions et de la demande sociale. Et vous allez voir la grande différence qu'il va y avoir entre les résidences du début et les résidences d'aujourd'hui. Et en particulier, une question qui me taraudait il y a quelques années, comment ce dispositif, qui a été longtemps considéré comme tout à fait hors norme, très coûteux, difficile à appréhender du point de vue des outils qui structurent traditionnellement l'éducation, comment ce dispositif a-t-il trouvé une nouvelle actualité, une nouvelle popularité, et comment permet-il de combiner de l'exceptionnel et de l'ordinaire et de s'inscrire dans des stratégies de long terme. Parce que ce dispositif avait eu, au début des années 2000, il a connu un certain creux. Justement, tout le monde disait, ça coûte trop cher, ça ne permet pas d'apprentissage, etc., etc. Donc, j'ai travaillé sur archives, et ces archives, ce sont les colloques, les journées d'études qui ont été publiées tout au long du développement des résidences, les textes réglementaires, les circulaires qui font apparaître les résidences. Et puis, je m'inspirerai d'une méthodologie que j'ai trouvée chez un sociologue, Jean-Paul Fourmentreau, que beaucoup d'entre vous connaissent probablement, qui a travaillé sur art et sciences et qui a utilisé comme matériau pour sa recherche les curriculums, alors ce qu'il appelle les curriculums Arte, que je redéfinis en curriculum artis, qui sont les curriculums vitae des artistes. Et donc, je vais vous présenter un curriculum d'artistes qui a quelque chose d'assez remarquable, c'est qu'il permet une plongée archéologique et qui nous mène jusqu'à aujourd'hui. Alors, quand je disais que les résidences interrogeaient avant l'heure des enjeux qui deviennent importants au cours des années 90, très rapidement, vous aurez l'occasion de le lire plus attentivement lorsque vous recevrez ce support, pour vous dire que l'éducation artistique n'est pas du tout un champ unifié, pas en tant que champ et pas du tout dans son déroulé, son développement chronologique. Alors, ce qui est intéressant, ce sont les trois premières colonnes, les trois colonnes de gauche,
Les colonnes de droite le sont un peu moins. Et on voit comment, des années 60 jusqu'aux années actuelles, hein, puisque les années 2010 viennent de se terminer, on débute les années 2020, et on voit que la caractéristique principale des dispositifs d'éducation artistique et le mot d'ordre principal, donc l'impératif principal, évolue considérablement au cours des décennies. En gros, dans les années 60-70, on est dans des années d'expérimentation, de libération de la créativité de manière très générale dans la société. Ça correspond à des mutations dans le champ de l'éducation. Ça préfigure des expérimentations dans le champ de la culture. Et on voit que le dispositif résidence commence à être développé dans ces années-là, mais pas en milieu scolaire, dans le monde du travail et en particulier dans les usines. Dans les années 80, on a un processus d'institutionnalisation et l'impératif de créativité cède le pas à l'impératif de qualité. Au cours des années 90, constatant, notamment grâce à l'enquête de 89 sur les pratiques culturelles des Français, qu'il y a une très faible progression sociologique des publics atteints par la politique culturelle d'une manière générale, on va avoir un nouvel impératif qui va être un impératif de structuration territoriale, c'est-à-dire faire en sorte que ces actions d'éducation artistique soient moins exceptionnelles, plus nombreuses et puissent toucher plus d'enfants et de jeunes. Et à partir de cet impératif de structuration territoriale, on va voir arriver dans les années 2000 l'impératif de massification avec la notion de généralisation. Aujourd'hui, en France, on dit le 100% EAC, hein. C'est l'idée qu'il n'y a pas de hasard. Tous les élèves ont droit à un parcours d'éducation artistique et culturelle. Et les années 90 étaient vraiment les années d'ancrage de cette préoccupation. Et l'éducation artistique et culturelle est intégrée dans la loi de refondation de l'école en 2013 qui instaure, et donc c'est la loi, donc ça devient obligatoire, un parcours d'éducation artistique pour tous les élèves. Et donc, vous voyez qu'un même dispositif né expérimenté hors de l'école dans les années 70, intégré dans l'école dans les années 80, il est toujours là dans les années 2020 et il est traversé par ces différents impératifs, ce qui va expliquer en fait la transformation du dispositif et d'une certaine façon sa dénaturation. Mais il n'y a pas de jugement de valeur. Hein. Quand je dis dénaturation, c'est ni moins bien, ni mieux, c'est comme ça. Alors, une autre considération qui est importante à rappeler pour les résidences, c'est la notion de partenariat culturel pour l'éducation. Dans les milieux artistiques et culturels, on a tendance à penser que la notion de partenariat elle est consubstantielle à la culture. Historiquement, il n'en est rien. En tout cas, il n'en est rien du point de vue de l'éducation artistique et culturelle, puisque le mot partenariat, la notion, je ne parle pas de concept, hein, puisqu'on est dans les milieux professionnels, il naît en dehors de la culture et il naît dans une nouvelle relation établie entre le secteur éducatif et le secteur de l'entreprise. Donc, le premier partenariat, ce qui a permis d'amener la notion de partenariat dans les milieux éducatifs, c'est ce lien avec le monde du travail. Alors, bien sûr, c'est un lien limité, on parle de stage de découverte, mais on parle d'enseignement professionnel, d'apprentissage, de formation en alternance, mais on voit aujourd'hui l'importance que cela a pu prendre progressivement dans le secteur éducatif. Et tout cela dans un contexte global d'intérêt et d'attirance des intellectuels et des artistes de l'époque pour le monde du travail et notamment pour la condition ouvrière. Hein. C'est quelque chose d'assez politique et ceux et celles qui ont mon âge doivent se souvenir de cette période et de cette ambiance-là. Et on voit que l'application de la notion de partenariat, enfin l'introduction de cette notion dans les milieux éducatifs passe par l'idée que la culture, c'est la modernité et que les artistes sont aux avant-postes de la modernité par le fait qu'ils travaillent des langages artistiques contemporains et qu'on peut donner un accès à la culture qui ne soit pas seulement un accès patrimonial,
mais un extrait également qui peut être contemporain. C'est développé un modèle spécifique de partenariat que Françoise Buffet avait proposé de nommer partenariat culturel d'éducation, pour bien le distinguer des autres partenariats. Et effectivement, il y a une caractéristique, c'est ce va-et-vient constant entre le dedans, l'école, le dehors, les lieux culturels, ce que Jean-Gabriel Carasso appelle une relation dialectique, et une relation qui est fondée beaucoup plus sur la tension que sur l'accord préalable. Il n'y a pas beaucoup d'accords préalables dans la relation culture-éducation. Il y a beaucoup de tensions et tout le challenge, c'est de produire des accords. Et produire des accords, eh bien, c'est rechercher une certaine forme de convergence entre les objectifs des uns et des autres, des acteurs culturels et des acteurs éducatifs. Alors, sur le dispositif résidentiel, pour reprendre les propos de Carole Bizenius, grâce à qui, et je la remercie devant vous parce qu'elle m'a donné l'occasion de produire un article sur lequel je m'appuie beaucoup pour cette communication et où j'ai pu faire ce que je voulais faire depuis longtemps, c'était une recherche sur les résidences artistiques en milieu scolaire, mais éclairée par le champ de recherche que Carole a ouvert sur les résidences d'artistes et d'écrivains. Alors, parmi les innombrables dispositifs qui permettent de faire travailler ensemble enseignants et artistes, institutions et établissements scolaires, les résidences ont vraiment une place à part. C'est le seul dispositif qui indique explicitement parmi ses objectifs des objectifs purement internes au champ de l'art. Par exemple, le besoin d'accroître le nombre de bourses de création, le besoin de développer l'accès à des ateliers pour les artistes plasticiens. Et donc, le monde scolaire va intéresser au début des années 80 le ministère de la Culture parce qu'il propose des alternatives à une situation pour laquelle le ministère de la Culture n'a pas de solution. Et donc, vous avez cette citation de quelqu'un, et c'est intéressant, Jean Adair n'est pas délégué aux arts plastiques, il est chargé de l'éducation artistique à la direction du développement culturel, mais il fait complètement sienne les préoccupations du monde des artistes. Donc, on voit que le dispositif résidentiel est d'abord une réponse à des besoins des milieux artistiques, et c'est aussi une réponse à des besoins de milieux éducatifs qui cherchent dans les années 80 une rénovation pédagogique à travers l'inscription des pratiques artistiques et culturelles de manière plus affirmée dans l'école. Et alors quand je dis qu'il est singulier, ça ne veut pas dire qu'il est unique. Il y a un autre dispositif, lui aussi très singulier, peu soutenu par le ministère de l'Éducation, comme les résidences, et pas du tout soutenu financièrement, c'est le dispositif du jumelage culturel. Et quelles sont ses caractéristiques communes? Eh bien, un cahier des charges assez laxiste qui laisse une grande autonomie aux acteurs. Une évaluation du projet qui n'est pas faite a priori, mais qui est faite a posteriori. Donc, une certaine confiance donnée aux acteurs. Des principes fondateurs et des objectifs très clairs, mais en nombre extrêmement limité. Et donc, des formes non prescrites et des développements qui vont être très différents d'un lieu et d'un projet à un autre. Alors, il ne faut pas s'étonner que le ministère de l'Éducation ait peu adopté ces dispositifs, puisque ces caractéristiques s'opposent en tout point à un impératif absolu dans les mondes éducatifs, qui est l'impératif d'égalité. Égalité d'accès à l'éducation et égalité des formes de l'éducation données à tous les élèves. Alors, je vais centrer ma communication sur un programme historique qui a eu, disons, un peu plus de 20 ans de pratique, et donc très intéressant à ce terme, à cet égard, c'est le programme Entrer les artistes. Ce programme a été créé en 1981 par une association, Savoir au présent, qui avait d'abord expérimenté, comme je vous le disais tout à l'heure, des résidences artistiques dans les entreprises, dans les usines,
des milieux de vie, mais qui sont plutôt des milieux de travail dans cette ambiance des années 70 et de l'attirance des intellectuels, notamment pour les milieux des usines. Et dans les années 80 et 90, il va y avoir une application au monde scolaire de ces résidences, et ça va être exactement le même cahier des charges que le cahier des charges de Savoir au présent pour les milieux de travail. Alors, c'est un dispositif qui n'est pas unidirectionnel, centré sur l'enfant, avec un objectif voilà, très défini par rapport à l'enfant et à l'élève, mais c'est un dispositif qui s'adresse à une communauté, ici, une communauté éducative. Et l'association Savoir au présent, elle n'avait pas l'exclusivité de la conception et du portage de ces projets, mais de fait, elle en a été la principale et pratiquement la seule référence instituée pendant 20 ans. Et ce programme a permis à plus de 150 artistes plasticiens de bénéficier pendant 1 an d'une bourse et d'un espace de travail dans un établissement scolaire. Alors, ce programme a une notoriété importante, réelle, auprès des milieux artistiques, parce qu'il définit des conditions d'entrée qui sont exigeantes, du même niveau que celles des centres d'art. C'est-à-dire que l'expertise artistique qui est faite pour évaluer la création artistique est exactement la même expertise qui va s'appliquer aux artistes qui veulent intervenir dans les milieux éducatifs. Les procédures elles-mêmes, elles sont bien connues des artistes. L'appel à projet, le mode de financement par la bourse, hein, et aussi bien les besoins propres aux artistes, et notamment la recherche d'un atelier sur une certaine durée et de manière soit gratuite, soit peu onéreuse. Alors, le principe de base de ce programme, et vous reconnaîtrez sans doute pas du tout, le principe de base des résidences beaucoup plus récentes, c'est qu'il est recommandé aux artistes de ne pas animer d'ateliers de pratique dans les classes. Donc, déjà à l'époque, c'était un sujet d'étonnement, et je me rappelle avoir demandé à la directrice de Savoir au présent, Lise Didier-Moulonguet, mais pourquoi si on fait entrer un artiste dans l'école, c'est pour le bien des enfants, et ce bien passe par l'acquisition des langages artistiques, d'une pratique personnelle. Et donc, en fait, le postulat était complètement différent des autres dispositifs. Il était également proscrit de faire don d'une œuvre à l'établissement scolaire d'accueil, même si dans les faits, cette règle a été souvent contournée. Aucun programme préalable d'activité ne devait être défini par l'établissement tant que l'artiste n'était pas installé dans l'établissement. Et le correspondant du projet n'était pas le professeur pour les arts plastiques, mais le chef d'établissement, parce qu'il était souhaité que ce soit une personne généraliste qui soit responsable de la résidence et non pas une personne spécialiste qui pourrait entrer en conflit d'intérêts avec l'artiste. Donc, vous voyez des caractéristiques très originales et finalement assez radicales par rapport au dispositif habituel de l'éducation artistique. Et ce qui est intéressant, on voit la filiation avec la genèse dans le monde du travail de ce dispositif. Ce sont des dispositifs qui ont eu beaucoup de succès dans les lycées technologiques et professionnels parce que les artistes étaient à la recherche de milieux qui n'étaient pas seulement des milieux sociaux, mais aussi des milieux porteurs et facilitateurs pour leur œuvre. Et donc, ils disaient, voilà, je cherche un lycée dans lequel il y aurait telle machine-outil, telle possibilité de faire du développement photographique, etc. Donc, ça a permis d'atteindre le public qui est le plus oublié de l'éducation artistique, le moins facilement atteint, c'est-à-dire le public des formations qui ne sont pas des formations généralistes. Et pourtant, on constate que, bien que ça corresponde très bien aux valeurs du champ de l'art, ce dispositif met du temps à être approprié par les institutions et même par les artistes eux-mêmes. On voit d'ailleurs dans différentes déclarations qu'on peut trouver dans des interviews, dans des journées d'études professionnelles. Alors, je vous ai mis une seule citation, mais j'en ai trouvé beaucoup d'autres. Voilà, par exemple, le représentant de la délégation aux arts plastiques du ministère de la Culture dit, alors que le dispositif est en plein développement, la meilleure résidence d'artiste, c'est son atelier, semble être son atelier, ce qui contredit complètement le soutien du ministère de la Culture à ces dispositifs qui se déploient en milieu scolaire.
Alors, en m'inspirant, comme je vous l'ai dit, de la sociologie de Jean-Paul Fourmentreau à propos des artistes engagés dans des projets arts, sciences, technologie, on voit en regardant les curriculums des artistes que jusque dans les années 90, hein, disons jusqu'au début des années 2000, même pour un artiste pour qui cette bourse ou ces bourses sont un apport financier réel, hein, de l'ordre de la survie de l'artiste, résider en milieu scolaire n'est pas considéré comme un élément valorisant pour le curriculum artiste. Alors j'ai pris l'exemple d'un artiste plasticien que j'ai connu lorsqu'il faisait sa résidence dans un collège rural d'Alsace en 1989. C'était une résidence qui avait été considérée comme une des meilleures, hein, cette année-là, une des plus exigeantes sur le plan artistique et une des plus remarquables sur ce que ça avait produit en termes d'appropriation, enfin d'originalité, d'appropriation par l'établissement scolaire. Et donc j'ai pu, parce que je connaissais cet artiste depuis les années 80, confronter son curriculum tel qu'il le publiait dans les années 80 et tel qu'il l'a publié ensuite dans les années 90 et 2010. Et on voit que dans les 10 premières années, il n'indique jamais dans son curriculum artiste qu'il a bénéficié d'une bourse et d'une résidence dans un établissement scolaire. Et ce n'est pas étonnant, dans les années 80, l'éducation artistique est une activité mobilisée, soutenue très fortement par le ministère de la Culture, mais très peu reconnue en termes de légitimité, en termes de priorisation et en termes de place dans la hiérarchie. L'éducation artistique est tout en bas de la hiérarchie des interventions du ministère de la Culture. Et puis, à partir des années 2000, il y a une montée en légitimité de l'éducation artistique, notamment grâce au plan Lang Tasca. Lang, à ce moment-là, est ministre de l'Éducation. Et il va donner ses lettres de noblesse à l'éducation artistique. Et c'est le moment où la presse généraliste et spécialisée commence à citer la notion d'éducation artistique qui est totalement absente au cours des années 80 et 90. Cette montée en légitimité fait que dans le curriculum vitae de cet artiste, comme d'autres, hein, mais là on a vraiment le temps long, on a une trentaine d'années sur son curriculum, et tout d'un coup, ces résidences d'artistes sont citées, hein, sont de plus en plus présentes dans son CV, et on voit d'ailleurs que leur rythme s'accélère, puisqu'il fait un nombre de résidences assez important. Alors de là à le qualifier de professionnel de la résidence artistique, il n'y aurait qu'un pas que je ne franchirai pas. Si je le laisse anonyme, c'est pour respecter en fait sa vie privée. Mais évidemment, ce curriculum, il est à votre disposition si vous le souhaitez. Alors, bien entendu, c'est un cas singulier, mais je l'ai choisi parce qu'il est le plus facilement documentable parmi ceux que j'ai pu récupérer, étant donné que les artistes, il est extrêmement difficile d'obtenir d'eux des curriculum vitae qu'ils produisaient dans les années 80-90. Souvent, ils ne les ont pas gardés et ils sont très difficiles à récupérer sur la toile. Alors, les formes plus récentes de résidence en milieu scolaire, et Eva, j'ai bientôt fini. Hein. En 2012, dans un rapport conjoint des inspections générales des deux ministères les plus concernés par l'éducation artistique, les auteurs disent qu'on observe deux types de résidences. Les résidences de contrepartie et les résidences d'implication. Dans les résidences de contrepartie, il y a des prestations qui sont données en contrepartie des moyens qui sont affectés au projet de création de l'artiste. Et les résidences d'implication sont des résidences où le projet artistique se nourrit du social, des liens avec les populations, des liens avec l'environnement et parfois même inclut des modes de participation au processus de création. On voit que les résidences en milieu scolaire se situent dans ces deux types, mais que leur évolution va les orienter de plus en plus sur des résidences de contrepartie et de moins en moins sur des résidences d'implication.
alors que la philosophie initiale penchait vers un modèle de résidence d'implication et cherchait à éviter absolument toute forme d'exploitation pédagogique. Et il y avait une obsession de l'utilisation du mot exploitation avec sa double connotation, et donc la connotation négative d'une exploitation de l'artiste et de la culture, et donc d'une instrumentalisation. Alors, dans ce rapport, donc, les auteurs font état pour l'année 2010 d'un budget considérable pour les résidences. Donc, on voit que les résidences se multiplient, mais avec un écart de financement absolument incroyable, avec des mini-résidences et des résidences longues, approfondies et bénéficiant de bourses véritablement très importantes. Alors, ces données sont lacunaires, mais si elles émanent du ministère de la Culture, c'est-à-dire de ce que la culture a financé, mais si on y ajoute des données issues du ministère de l'Éducation nationale, on aboutit à cette période-là à 692 établissements scolaires impliqués dans une résidence et près de 60 000 élèves touchés. Donc, on voit que ce dispositif tellement particulier, tellement unique, dont on se dit a priori il est rare, parce que pour que ça marche, il faut réunir tellement de conditions qu'il peut difficilement être généralisé. Eh bien, en fait, à partir des années 2010, on pense, on estime que le dispositif résidentiel peut participer à une généralisation de l'éducation artistique, et il y a un renversement vraiment de l'impératif, de l'inclusion des résidences artistiques dans un impératif qui d'abord est un impératif de qualité, un impératif esthétique, et qui aujourd'hui est véritablement un impératif démocratique de généralisation et de massification. Et pour autant, cette multiplication numérique ne permet pas une égalité territoriale, puisque finalement, les dispositifs résidentiels aujourd'hui creusent des inégalités, et que le public qui était le mieux atteint par le dispositif initial dans les années 80, les collèges ruraux, les lycées professionnels, les centres d'apprentissage, eh bien, ils sont un petit peu les parents pauvres des résidences en milieu scolaire d'aujourd'hui. Alors, j'ai mis dans la dernière diapositive quelques références, alors scientifiques, mais aussi des références professionnelles. Et je termine là-dessus mon intervention en espérant ne pas avoir pris trop de temps. Et je voulais simplement, pour terminer, vous montrer un objet. Alors, finalement, c'est plus facile sur Zoom parce qu'il est assez lourd. Si j'avais dû l'emmener au Québec, il aurait bien alourdi ma valise. Et cet objet, c'est ça. Alors, je ne sais pas si vous pouvez en voir la matière, mais c'est un livre qui a été collé et qui a été recouvert de sable. Il est issu de la résidence de 89 de cet artiste dans un collège très rural de l'Alsace, situé à côté de carrières de sable. Et à cette époque-là, un des matériaux privilégiés de création de l'artiste, c'était le sable, et notamment un sable dans lequel étaient enfouis un certain nombre d'objets et de traces. Marie-Christine, si je me permets, ouais. Tu pourrais désactiver ton partage d'écran pour nous permettre d'apprécier le livre. Ah oui, d'accord, parce que moi, je me vois. Voilà. J'espère que vous voyez la matière un peu sableuse, et vous voyez que ce livre, on ne peut pas l'ouvrir. Il a été entièrement collé et entièrement recouvert de sable. Il a un petit numéro. Pourquoi? Parce qu'il est un des éléments d'une bibliothèque muette qui a été depuis dispersée. Et en fait, l'artiste a travaillé avec les élèves de ce collège sur le sable, et la plupart des parents des élèves travaillaient ou étaient concernés de près par l'exploitation, la carrière de sable. Donc, on est au bord du Rhin. Et il a montré aux élèves comment le matériau du quotidien, le matériau qui est celui du travail souvent de leur père, eh bien, ça pouvait être un matériau artistique. Et là, on a un exemple de détournement du dispositif. Une œuvre d'art a été créée, elle a été laissée un certain temps dans ce collège, et ce sont les élèves qui ont offert à l'artiste un livre en disant, voilà, ce livre va être fermé à jamais, il va être
enrobée de sable, et moi seule saurais quel est un des livres de cette bibliothèque muette. Voilà. Donc, quand on parle d'art, c'est bien de montrer les choses, de montrer les objets. Je ne peux pas vous le faire circuler, mais je vous le montre quand même dans sa matérialité. Magnifique. Merci beaucoup, Marie-Christine, pour cette historique archéologie. Si ça convient à tous, je vais prendre les questions. Donc, je rappelle au public que vous pouvez écrire des questions en chat ou lever votre main. Je vais regarder un peu les écrans. On a une première question de Patricia Bergeron, qui, je vais la lire, qui finançait le programme Entrée les artistes? Est-ce que c'était le ministère de la Culture, le ministère de l'Éducation ou dans le cadre des résidences en entreprise, cela était financé par les entreprises elles-mêmes ou le ministère de la Culture? Oui, alors merci Patricia pour cette question. Donc, c'est un dispositif qui est présenté comme conjoint, culture-éducation. Mais il est conjoint à la mode de cette époque. C'est-à-dire que c'est le ministère de la Culture qui amène les moyens financiers et le ministère de l'Éducation tolère. C'est-à-dire qu'il rend la chose possible d'un point de vue réglementaire, ce qui est un mode de partage que l'on trouve assez souvent entre la culture et l'éducation. Et la question sur les artistes plasticiens est très importante et grâce à Carole, qui m'avait demandé d'aller un petit peu au-delà des artistes plasticiens quand j'avais fait cette recherche, j'ai regardé de près les domaines artistiques. Donc, on voit que c'est quand même ce sont essentiellement des artistes plasticiens, mais au fil des années, on voit des auteurs qui sont concernés par ces dispositifs. Et on peut dire qu'à partir des années 2010, c'est vraiment ce sont tous les domaines artistiques qui sont concernés, le spectacle, tous les arts de création, hein, d'une manière générale. Il y a des résidences de compagnie, de chorégraphes, et dans certains dispositifs, je pense notamment à l'ancien dispositif Enfance, Art et Langage de Lyon, ou au dispositif de Seine-Saint-Denis in situ, dans les collèges du département. Là, on a un très grand éclectisme de domaines artistiques. Et là, de plus en plus, ce sont les collectivités qui financent. Les collectivités au sens de, je suis ici, au sens de, les collectivités au sens des municipalités ou les collectivités au sens des organismes communautaires ou scolaires? Non, non, pardon, les collectivités au sens franco-français, les collectivités territoriales, donc les villes et les départements. Voilà, d'accord. Les écoles, les départements pour les collèges, et on voit que les régions pour les lycées s'en sont dans l'ensemble très peu emparées. Et juste pour compléter, avant de laisser la parole peut-être à quelqu'un d'autre, quand vous parliez de résidence dans les entreprises, du coup, c'était le ministère de la Culture qui continuait de financer avec le partenariat de l'entreprise? Non, je ne pense pas que c'était le ministère de la Culture qui le soutenait à cette époque-là. C'était très probablement, j'en suis quasiment certaine, le Fonds d'intervention culturelle des années 70, qui était un fonds interministériel alimenté par plusieurs ministères, dont la culture, et qui était piloté par la culture, mais c'était un pilotage interministériel. C'est-à-dire que ce n'était pas le ministère de la Culture seul qui décidait. OK, intéressant. Merci. On a une autre question de Daniel Racine qui a levé la main, donc je vous laisse prendre la parole. Oui, bonjour Marie-Christine, c'est un plaisir de te rencontrer ce matin. Bonjour tout le monde. Alors, j'ai été très intéressée par l'ensemble de ta présentation, mais entre autres sur les deux types de résidences dont tu as parlé, qui ont beaucoup de résonance dans ce qu'on fait, entre autres à Montréal, mais j'aimerais t'entendre sur la différence. En fait, tu parles de résidence, de contrepartie et d'implication. Et ça semble empêcher l'égalité territoriale. Et là, je n'ai pas trop compris par rapport à quelle notion il y a une difficulté à ce niveau-là. Si tu peux en parler un peu plus. Merci, parce que c'est une question vraiment importante. Alors, les deux termes qui qualifient les résidences, ce sont des mots d'acteurs.
Moi, ce n'est pas les termes que personnellement j'emploierais en tant que chercheur, mais là, je vous les ai mis dans le cadre d'une citation. Et la raison pour laquelle l'égalité territoriale me semble, en tout cas l'égalité sociale, me semble moins bien garantie dans ces nouvelles résidences, c'est parce que ce n'est plus en fait une espèce d'agence nationale, hein, l'association Savoir au présent, qui va aller de manière volontariste, comme le faisait sa directrice dans les années 80-90, et qui va aller de manière volontariste vers les établissements qu'elle estime prioritaires, et notamment l'enseignement professionnel. Là, on n'a plus du tout le rôle médiateur de cette structure qui existe toujours aujourd'hui, mais qui, à partir des années 2003, soit cesse ses activités, soit n'est plus subventionnée par le ministère de la Culture. En fait, je pense qu'il y a une conjonction des deux, puisque j'ai interrogé les acteurs de l'époque. Je pense qu'il y a un moment où le ministère de la Culture cesse de financer cela. Et donc, du coup, ce qui va être le déclencheur d'un projet, ça va être la demande d'un établissement scolaire. Et ça, c'est le ferment de l'inégalité. C'est-à-dire qu'il y a des établissements scolaires qui ne s'autorisent pas à l'idée même d'un artiste en résidence, et c'est clairement le cas des lycées professionnels. OK, parfait, je comprends mieux. Merci beaucoup. D'où vous voyez l'intérêt de la médiation. Il faut une médiation. Oui, oui, oui. On pourrait en parler longuement, mais je vais laisser la parole aux autres, aux autres intervenants. Merci. Merci pour la question. On a le temps pour d'autres questions si jamais vous voulez continuer. Je vois que Patricia Bergeron a levé la main. Je vous laisse la parole. Oui, en fait, ici, on a le programme Artistes en résidence qui est dans les écoles. C'est un programme qui est plus de courte durée, en fait. Je dirais plus du 4, 8, peut-être 12 semaines. Le fait que chez vous, les résidences étaient d'1 an, j'imagine qu'il y avait une plus grande intégration des artistes dans le milieu pas juste scolaire. Des fois, ça peut être dans le milieu environnant, dans la municipalité, au sein de la bibliothèque, peu importe. Donc, est-ce qu'il y a des études qui montrent les impacts à plus long terme, donc de l'ancrage de l'artiste dans le milieu scolaire? Donc, est-ce qu'on voit un petit peu les répercussions? Donc, je parle plus de manière qualitative que quantitative, là, mais est-ce qu'il y a eu une étude qui a été faite par la suite sur savoir quels ont été les impacts de ça à plus long terme, bien entendu? Alors, c'est une politique qui n'a pas été évaluée, mais qui a été accompagnée. C'est-à-dire que pendant plusieurs années, il y a eu un colloque national où les acteurs éducatifs, culturels et artistiques de ces projets étaient invités à présenter les projets, leur genèse, leur réalisation. Et l'idée, c'était que on n'était pas tout à fait dans ce qu'on appelle une évaluation formative, parce que dans évaluation formative, il y a évaluation avec les critères de l'évaluation, mais je dirais que les seuls éléments qui étaient remontés étaient des éléments quantitatifs et des éléments qualitatifs, c'est-à-dire est-ce que les présupposés de la résidence avaient bien été respectés, et entre autres, est-ce que l'artiste n'a pas passé son temps à animer des ateliers dans les classes? On se contentait de ça, mais ce qui était très intéressant, c'est que s'il y avait un déficit d'évaluation, par contre, il n'y avait pas un déficit d'accompagnement intellectuel. Et je trouve que ce qui manque beaucoup aujourd'hui dans l'évaluation des projets d'éducation artistique, c'est l'absence de conceptualisation d'accompagnement intellectuel produit par les acteurs et éclairé par, je ne sais pas moi, des chercheurs, des intellectuels ou tout simplement des personnes extérieures au projet. Merci beaucoup. Il y a Sylvain Martet qui a une question, donc je vous passe la parole. Merci, je profite de pouvoir poser ma question. Merci beaucoup pour cette présentation, Marie-Christine. Ma question, elle porte sur est-ce que tu sais comment les enseignants en art plastique, en art, ont accueilli
les résidences et est-ce qu'il y a des liens formalisés entre les artistes en résidence et les enseignants là? J'ai été vraiment très étonné d'entendre parler de ce programme Entrée les artistes et cette importance donnée à un contact généraliste plutôt qu'un contact spécialisé. Donc, je voudrais savoir comment ça se passe dans les autres programmes. Merci. Pour ce que j'ai pu en observer moi-même, c'est très différent suivant les cas et aussi suivant les époques. En fait, dans les années 80-90, c'est le moment où on met en place les enseignements artistiques dans les établissements scolaires. C'est le moment où on consolide des CAPES spécifiques, des concours spécifiques pour devenir enseignant spécialisé dans l'éducation nationale. Donc, il y a une grande crainte de ces groupements professionnels de concurrence par rapport au secteur artistique et aussi une rivalité de fait. Un certain nombre de ces enseignants sont des artistes qui n'ont pas pu faire carrière. Ça ne veut pas dire que ce sont des artistes ratés. Et d'ailleurs, certains ont la double activité, la polyactivité, qui a été très bien décrite par Pierre-Michel Menger à propos des artistes et des travailleurs culturels. Et donc, moi, ce que j'ai pu en observer dans les années 80-90, c'est qu'en général, dans les équipes pédagogiques, le professeur le moins enthousiasmé était le professeur d'art plastique, pour des raisons qui étaient rarement explicitées. Je pense qu'aujourd'hui, la culture du partenariat, la légitimité de l'éducation artistique, que ce soit dans le champ culturel ou dans le champ éducatif, fait que ces rivalités sont peut-être moins présentes, mais elles étaient vraiment très présentes. J'ai le souvenir d'ailleurs, dans la résidence de l'auteur de cette œuvre de Sable, que le professeur des arts plastiques boycottait systématiquement les réunions d'information. Mais ce n'est pas une généralité. Donc, on aurait peut-être le temps pour une dernière question. Rapidement, il y aurait Carole Bucenius qui voulait poser, donc je vous passe la parole. Merci beaucoup. Merci Marie-Christine pour cette très belle présentation qui nous permet d'avoir comme ça cette archéologie résidentielle qui est absolument nécessaire, cette contextualisation que tu nous proposes aujourd'hui. Et moi, j'aimerais te poser une question parce que là, on le voit aujourd'hui, tu es chercheuse sur ces questions-là, tu as beaucoup publié sur l'éducation artistique et culturelle, mais tu participes aussi à la haute instance qui gère l'éducation artistique. Donc, je voudrais savoir, consensus, dissensus, comment toi, tu te situes, parce que là, tu changes un petit peu de casquette et tu deviens experte sur en tout cas dans ce milieu-là. Donc, si tu peux revenir aussi sur ton expérience, ça serait intéressant par rapport à ta propre analyse du dispositif résidentiel en milieu scolaire. Oui, je suis d'autant plus un peu au carrefour comme ça que dans ma fonction actuelle de vice-présidente culture, alors je ne les organise pas moi-même, il y a une équipe qui le fait, mais je suis responsable de programmes de résidences artistiques à l'université, que ce soit des résidences d'écrivains en lien avec la maison des écrivains, ou bien des résidences d'artistes, alors plutôt du spectacle vivant, parce que c'est plus la culture de notre territoire. Moi, je dirais que, contrairement à, par exemple, d'autres aspects de l'éducation artistique, c'est-à-dire, par exemple, quelles seraient les caractéristiques globales de l'éducation artistique, où là, j'ai vraiment eu du mal à me départir d'une attitude militante, d'un discours d'acteur, d'un langage normatif et même d'une pensée normative. Pour les résidences, pas du tout. En fait, dès les années 80, des résidences, j'en ai monté moi-même. À cette époque-là, je travaillais dans la culture. Je me posais toutes les questions qui m'ont servi à écrire cet article que tu m'as commandé, Carole, et je notais ces choses-là. Et je me disais, un jour, j'y réfléchirai. Et donc, je notais tout ça. Par exemple, j'étais très étonnée par ce cahier des charges. Je me disais, mais pourquoi faut-il interdire des interventions dans les classes? Et aujourd'hui, je comprends mieux, rétrospectivement, ces normes d'action de l'époque,
qui sont situés dans un environnement social, enfin sociopolitique, qui l'explique. Donc, je dirais que s'il y a un objet pour lequel je suis très à l'aise en termes de distanciation, c'est celui-là, parce que je l'ai toujours trouvé très étrange, cet objet. Merci. Donc, merci beaucoup, Marie-Christine, pour la présentation et le partage. Donc, ça clôt la première partie. On va maintenant passer à la pause. On se donne un 10 minutes tout le monde, pour revenir à 10h10 pour le premier panel de discussion table ronde avec Éric Desmarais et Franck Michel.